7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. Rencontre ce matin entre le ministre de l'Intérieur, les partis politiques et la société civile. Une rencontre de prise de contact et de partage d'informations relatives au processus électoral. Une journée de dialogue pour parler donc du processus électoral, mais la nouvelle responsabilité d'Amadou Ba et le Front pour la défense et la République et la démocratie, de la République boycottent cette rencontre. Multiplication des déclarations de candidature dans les rangs de PASTEF à l'approche des élections locales. Le parti d'Ousmane Sonko recadre ses membres à travers un communiqué rappelant les règles internes. Il impose la discipline dans la désignation de ses candidats pour les prochaines élections locales. Célébration de la fête du 1er mai, c'est demain. L'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal est déçue par les engagements pris par l'État. Des engagements restés sans suite et critique le pacte signé avec les autorités. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. Je vous le disais en titre, rencontre ce matin entre le ministre de l'Intérieur, les partis politiques et la société civile. Elle se tient à 10 heures. Le but principal de cette journée est de parler du processus électoral. Il s'agit pour le gouvernement de partager les informations importantes sur l'organisation des futures élections et de prendre contact officiellement avec chaque parti politique. Et la nouvelle responsabilité boycotte la rencontre avec le ministre de l'Intérieur. Le parti d'Amadou Ba dénonce la démarche unilatérale des députés de la majorité lors de la proposition de loi modifiant les articles L29 et L30. Elle considère qu'il y a une rupture unilatérale du consensus de 1992 qui prévaut à l'occasion de toutes les réformes du code électoral. Dans un communiqué, la nouvelle responsabilité ajoute que les modalités de convocation de la rencontre avec le ministre de l'Intérieur, les partis politiques et la société civile ne sont pas conformes et les points inscrits à l'ordre du jour sont imprécis. Ainsi, la nouvelle responsabilité ne participera pas à la rencontre convoquée par Maître Bamba Cissé, le ministre de l'Intérieur. Le Front, bien avant cela, le Front pour la défense de la République au Sénégal et de la démocratie au Sénégal a annoncé le boycott de la rencontre avec le Premier ministre prévu aujourd'hui portant sur les avant-projets des lois électorales. Cette coalition d'opposition critique une démarche non inclusive et dénonce des textes élaborés par un comité de relecture dominé par le parti au pouvoir PASTEF suite au dialogue national de 2025. Ce refus marque une crispation politique sur la réforme du code électoral. Le FDR réclamant une concertation élargie avant les prochaines séances législatives. Et parlons politique, toujours face à la multiplication des déclarations de candidature dans ses rangs à l'occasion des élections locales. PASTEF, les Patriotes recadrent ses militants à travers un communiqué rappelant les règles internes. Une démarche qui révèle les premiers défis de gestion des ambitions et de cohésion pour le parti au pouvoir. Les détails avec Baïnongo Fall. Le communiqué de PASTEF les Patriotes avec à sa tête Ousmane Sonko sur les candidatures aux élections locales dépasse le simple cadre d'un rappel administratif. Il met en lumière une phase sensible dans la vie du parti au pouvoir, celle de la gestion des ambitions internes. À peine 2 ans après son accession à la tête du pays, PASTEF est confronté à une dynamique classique mais délicate. Dans plusieurs localités, des militants et responsables affichent déjà leurs intentions de candidature, parfois en dehors de tout cadre officiel. Une effervescence qui traduit à la fois la vitalité du parti et une compétition interne de plus en plus marquée. Consciente des risques, la direction a choisi d'agir rapidement, en rappelant que seule la Commission nationale d'investiture est habilitée à désigner les candidats et que tout passe par la charte des élections. PASTEF tente à cet effet de centraliser et de maîtriser le processus. L'objectif est d'éviter les initiatives individuelles et de prévenir les conflits de leadership, car l'enjeu est de taille. L'histoire politique récente du Sénégal montre que les partis au pouvoir sont souvent fragilisés par des rivalités internes à l'approche des élections locales. Ces tensions peuvent affaiblir la cohésion et impacter les performances électorales. PASTEF semble vouloir éviter ce scénario en imposant dès maintenant une discipline stricte.
Mais cette stratégie comporte aussi des défis. Dans un parti porté par une forte base militante, les attentes sont élevées. Chaque investiture peut générer des frustrations, surtout si le processus est perçu comme fermé ou déséquilibré. La menace de sanctions brandie dans le communiqué traduit une volonté de fermeté, mais elle devra s'accompagner de transparence pour maintenir la confiance. Au fond, Pastef est en train de vivre une transition. D'un mouvement d'opposition, il devient un parti de gestion au pouvoir, confronté aux réalités de l'ancrage territorial et de la compétition interne. La manière dont il gérera ses investitures sera déterminante pour son avenir politique. Ce communiqué apparaît ainsi comme un test de maturité. Entre discipline et gestion des ambitions, Pastef joue une carte essentielle pour préserver son unité et préparer sereinement les prochaines échéances locales. Baïnongo Fall, restons sur ce communiqué. Pour l'analyste politique Mamadou Sy Albert, le rappel à l'ordre de Pastef traduit avant tout une volonté de réaffirmer la discipline interne et le respect des règles du parti. Il alerte toutefois sur les risques de frustration si les procédures d'investiture ne sont pas transparentes et consensuelles. Mamadou Sy Albert, analyste politique, est joint au téléphone par Baïnongo Fall. Le rappel à l'ordre, c'est un rappel à la soumission au principe de fonctionnement du PASTEF. Il y a des dispositions, il y a une commission nationale qui est chargée de préparer les investitures. Les militants, les responsables doivent se soumettre à cette charte qui régit le parti et toutes les structures du PASTEF. Donc ça, c'est pour, je crois, réaffirmer l'autorité d'un parti politique. C'est le respect à ce statut, son règlement intérieur. Ça, tout parti fonctionne de cette manière. Il faut respecter et un parti doit avoir l'autorité pour imposer la discipline en interne. Maintenant, la commission qui va préparer ces investitures, elle doit gérer. C'est elle qui doit gérer. À partir du moment où il y a un consensus sur le respect du statut et de la charte, la commission également, elle doit respecter les procédures de désignation. Si les procédures sont respectées, qu'il y a un débat démocratique en interne, que le choix est consensuel, la commission va faciliter la désignation. Maintenant, si par extraordinaire, la commission ne joue pas son rôle, si la commission est désavouée parce qu'elle n'a pas respecté les procédures de désignation, là, ça peut créer des frustrations. Et en général, ce sont ces frustrations-là, quand on choisit quelqu'un qui n'est pas représentatif, qui ne fait pas l'objet de consensus, là, vous créez des frustrations. Ça peut entraîner des départs. On l'a vu dans le passé, sous le président Wade, sous le président Macky Sall, ça peut arriver au PASTEF. Les divergences perceptibles au sommet de l'État conduisent certains à évoquer un éventuel recours à l'article 52 de la Constitution, disposition qui conférait des pouvoirs exceptionnels au chef de l'État. Toutefois, le juriste Pape Ahmadou Mbaye affirme écarter cette hypothèse. Selon lui, aucune des conditions prévues par la loi ne justifie à ce jour au Sénégal l'application de cet article. Je vous propose de suivre Pape Ahmadou Mbaye. Il est joint au téléphone par Al-Amin Senghor. L'article 52 de la Constitution du Sénégal est une possibilité juridique, pour ne pas dire une prérogative, qui est en tout cas mise à la disposition du président de la République, mais c'est une prérogative qui est conditionnée et qui est encadrée aussi. Aujourd'hui au Sénégal, pour que le président puisse s'arroger ces prérogatives-là, il faut un certain nombre de conditions cumulatives. D'abord, il faut qu'il y ait une menace sur l'intégrité du territoire national. Il faut qu'il y ait une menace immédiate et grave sur l'indépendance du territoire. Il faut qu'il y ait crise entre les institutions de la République, reconnues par la Constitution, ou bien une menace grave et immédiate qui fait en tout cas obstacle à l'exécution, par exemple, des engagements internationaux pris par le Sénégal. Cumulativement, il faut que ces menaces provoquent une interruption fonctionnelle des pouvoirs publics et constitutionnels. Si vous allez dans l'article 67 de la Constitution, il est énuméré l'ensemble des domaines dans lesquels le législateur peut intervenir. C'est-à-dire les domaines de la loi sont énumérés limitativement par l'article 67 de la Constitution. Maintenant, si vous allez dans l'article 76, vous saurez que, en fait, tout ce qui n'est pas du domaine de la loi relève du domaine réglementaire. Si aujourd'hui, au Sénégal, on met en œuvre l'article 52,
Le président de la République peut prendre des décrets qui sont naturellement de son ressort, mais aussi il peut prendre des ordonnances qui relèvent normalement du domaine de l'article 67, c'est-à-dire du domaine de la loi. Moi, je ne vois pas de situation qui justifie aujourd'hui au Sénégal, à l'instant T, l'application de l'article 52. Je rassure que quand même, aucune de ces conditions-là me semble être réunie. À l'instant, le docteur Ahmadou Gueye, il est juriste. Reparlons de la libération de Farba Ngom, du placement sous mandat de dépôt de Pape Malick Ndour. Dossier sensible, rapport évoqué, décision judiciaire attendue au Sénégal. Certaines affaires, dont celle liée à Farba Ngom et Mansour Faye, continuent de susciter interrogations et commentaires entre exigence de clarté et respect des procédures. Les débats restent ouverts. Le point avec Djibril Niane. Plusieurs dossiers sensibles continuent d'alimenter le débat public et de questionner la perception de l'indépendance de la justice. L'affaire impliquant Farba Ngom en est l'illustration la plus récente. Malgré la circulation des rapports issus de corps de contrôle, aucune culpabilité n'a à ce stade été formellement établie par les juridictions compétentes, suscitant incompréhension et interrogation dans l'opinion. Dans le même siège, le cas de Mansour Faye, ancien ministre et figure du régime de Macky Sall, a également marqué les esprits. Alors que des rapports de la CENTIF évoquait des soupçons de gestion opaque et de possibles détournements liés au fonds destiné à la riposte contre la pandémie de Covid-19. Une décision de non-lieu a été prononcée, une issue judiciaire qui contraste avec les attentes d'une partie de la population. Au-delà des responsables politiques, d'autres noms, y compris dans les sphères artistiques comme Wally Seck, ont été cités ou évoqués dans certaines enquêtes sans que des responsabilités pénales claires ne soient établies à ce jour. Cette succession de dossiers sans condamnation nourrit un sentiment de frustration chez certains citoyens qui s'interrogent sur l'efficacité et l'impartialité du système judiciaire. Pour d'autres, ces décisions traduisent simplement le respect du principe fondamental de la présomption d'innocence et l'exigence de preuves solides avant toute condamnation. Dans un contexte marqué par une forte attente de transparence et de reddition de comptes, ces affaires rappellent surtout l'importance d'une justice perçue comme indépendante, rigoureuse et équitable. Car au-delà des individus, c'est la confiance dans les institutions qui reste en jeu. Dans le reste de l'actualité, Djibril Niane, la population sénégalaise poursuit sa progression rapide, atteignant plus de 19 millions d'habitants en 2025, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, portée par une forte natalité et une population très jeune. Cette croissance démographique soutenue soulève d'importants défis en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'emploi, nous dit Mariam Sodendiaye. Dans son annuaire statistique 2025, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie estime la population du pays à 19 75 959 habitants. Ce chiffre marque une progression notable de 900. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Et puis à l'approche du 1er mai d'ailleurs, c'est demain la fête du travail. L'UNSAS hausse le ton et ouvre le front social déçu par des engagements restés sans suite et critique le pacte signé avec les autorités. Les syndicalistes expriment leur mécontentement. La centrale syndicale relance les revendications et menace de passer à la vitesse supérieure. Marie-Yvette Keïta est au micro de Khalifa Babacar Fall. L'indemnité de logement n'est pas encore acquis. Donc ils sont dans l'attente, c'est pourquoi ils sont dans la rue tous ces jours-ci. Il y a beaucoup de divergences avec le gouvernement. Quand nous faisons une conférence de presse, quand nous mettons les doléances sur la table, ils se mettent sur la table pour dire que nous avons fait ça, nous avons fait ça. Mais nous qui sommes sur le terrain, avec les travailleurs, nous savons ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Donc ça va être listé dans les doléances du 1er mai pour encore dire que nous sommes là, rien n'est encore satisfait. Ce sont des questions qu'on remet tout le temps sur la table. Il y a beaucoup de points et nous continuerons à les mettre sur la table. Les collectivités territoriales, leur problème c'est là, pas de satisfaction encore, donc il faut mettre tout ça sur la table. La RTS qui est avec nous, avec des revendications qui sont en exergue, qui ne sont pas encore satisfaits. Les décisionnaires, nous avons beaucoup de secteurs qui sont en lutte, en tout cas parmi nous, que nous remettrons dans les cahiers de doléances. Donc il y a à redire, il y a beaucoup à redire par rapport à cette fête de 1er mai, que nous allons bien aborder, puisque nous sommes là, et nous sommes là en conclave par rapport à tout ça, et par rapport à nous-mêmes, notre réorganisation interne. Parce que nous avions signé
signé un pacte avec eux. Donc, il est normal qu'on mette les responsabilités au devant de la scène. Nous allons donner dans le cahier de doléances tous les points qui doivent être sur la table et concrètement sur le terrain, il y a des actions à mener, mais ce n'est pas le 1er mai que nous allons les mener. Ce sont des actions qui seront menées suite à la fête du 1er mai par rapport à tous ces travailleurs qui ont des doléances non satisfaites. Cet élément met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale. Il y aura le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. L'actualité internationale nous mène au Moyen-Orient. Les efforts visant à mettre fin à la guerre en Iran sont dans l'impasse. Le président américain, mécontent de la dernière proposition iranienne, a affirmé hier que Téhéran avait fait savoir aux États-Unis que l'Iran était au bord de l'effondrement et qu'il a réclamé la levée du blocus maritime américain. Le président américain Donald Trump a demandé à ses conseillers de se préparer à un blocus prolongé de l'Iran. Et en parallèle, malgré la trêve au Liban annoncée par Donald Trump à l'issue des discussions à Washington, les hostilités se sont poursuivies dans le pays dont Israël a envahi le sud qu'il a en partie dévasté. Et le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, s'est expliqué hier sur la conduite de la guerre en Iran lors de sa première audition parlementaire depuis le début du conflit qui s'enlise. Malgré un cessez-le-feu prolongé par Donald Trump, nous avons vaincu militairement cet adversaire particulier et nous ne laisserons jamais cet adversaire posséder une arme nucléaire, a d'ailleurs déclaré à ce sujet le président américain lors de l'ouverture du banquet en présence du roi Charles III. Et à présent, c'est la page sportive. Matin sur Solo TV, sur Solo FM, c'est l'affaire de Lamine Senghor. Bonjour. Merci, bonjour à vous Fatou Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. Enfin, l'AS Ville de Dakar a remporté sa première victoire pour notamment donc la conférence Sara du Basketball Africa League. Le club de la capitale a gagné donc hier FUS Rabat du Maroc, pourtant mené pendant quasiment toute la rencontre. L'AS Ville de Dakar s'est révolté et en fin de match pour remporter donc ce duel face aux Marocains 67-66. Donc un point d'écart. Samba Dalifa a complètement glacé le public marocain à quelques secondes de la fin en marquant le panier de la victoire. Malgré 2 défaites, les Sénégalais se relancent dans cette compétition grâce à sa victoire contre FUS Ville de Dakar. Se repositionne parmi les équipes susceptibles de se qualifier au play-off. Les 2 derniers matchs contre JCA Kings samedi et Mactown Flyers dimanche seront donc décisifs pour la qualification de l'équipe de l'AS Ville de Dakar. Comme vous le voyez donc sur ce tableau d'affichage, eh bien l'AS Ville de Dakar est toujours donc à la 4e position devant Mactown Flyers et JCA Kings qui seront les prochains adversaires. En football, Djambar s'est qualifié en finale de la Coupe du Sénégal après sa victoire 2-3 face bien sûr à Pout SC. En effet, l'un des finalistes de la Coupe du Sénégal vient donc d'être connu. Il s'agit, vous le savez, en tout cas de Djambar FC. Les académiciens se sont qualifiés à l'issue d'une victoire nette 2-1. En tout cas, dirait-on 3-2 hier mercredi sur Pout SC en demi-finale. Ce succès confirme encore une fois de plus la bonne dynamique des académiciens actuels leaders de la Ligue 2 et qui ont éliminé Teungueth FC en quart de finale de cette Coupe du Sénégal. L'autre demi-finale se joue donc ce jeudi à Saint-Louis au stade Mawade Wade où l'équipe de l'université Gaston Berger jouera donc le Casa Sport. Et cette fois-ci, donc, nous parlons cette fois-ci de la Ligue des Champions. Avec les demi-finales, les phases allées, l'équipe de l'Atlético Madrid s'est neutralisée. Un but partout face à Arsenal hier en Espagne. Rien n'est encore joué donc pour cette demi-finale. La manche retour en Angleterre sera décisive le mardi prochain. Le rendez-vous est donc donné à l'Emirates Stadium. Ce sera donc le 5 mai pour désigner en vainqueur la première équipe qui va donc décrocher son ticket qualificatif pour la finale de la Ligue des Champions édition 2025-2026. En attendant le lendemain, le 6 mai, le duel entre le Paris Saint-Germain et Bayern Munich.
Cette fois-ci, nous parlons de la Saudi Pro League. Al Nasser de l'attaquant sénégalais Sadio Mané s'est imposé face à Al Ahly d'Edouard Mendy sur un score de 2-0. Après cette victoire donc hier, eh bien, sachez que Sadio Mané, qui a participé à cette rencontre d'Al Nasr, est à 3 victoires de remporter le championnat saoudien. Je rappelle qu'aujourd'hui, donc, Al Nasr est leader avec 79 points et l'équipe de Al Ahly de Edouard Mendy est donc à la deuxième position. 8 points d'écart entre les deux clubs. C'est la fin de cette page sportive que j'avais l'immense plaisir de vous le présenter. Et le match retour entre le Paris Saint-Germain et le Bayern, c'est pour quand? C'est le mercredi 6 mai, Inch'Allah. 6 mai, il n'y aura pas de remontada et c'est moi qui vous l'ai dit. Alamine Senghor, merci beaucoup pour cette page sportive de cette édition de 7h. Et tout de suite, c'est la revue de la presse et bien sûr, nous restons avec vous. Rebonjour.